Donc rebonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'amphi Michel Bonnet du pôle numérique, bienvenue à cette journée d'études spéciale intelligence artificielle organisée par le SIAM, qui est le service d'ingénierie d'appui pour la médiatisation des enseignements. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Cyril de Souza Cardoso, donc qui est, je vais vous le présenter, qui est président général, directeur général on dit. J'ai pas les codes du monde. Donc directeur général de 2 sociétés, Odalone et les Petits Bots, qui est aussi un auteur très prolixe sur l'innovation pédagogique. Cyril, nous travaillons depuis de nombreuses années avec lui à de nombreuses échelles. On lui demande d'intervenir dans nos cours, dans les cours que l'on donne à la faculté des sciences du sport et de l'éducation dans le master formation des adultes. Et puis on a demandé aussi à Cyril d'intervenir pour animer des séminaires dans le cadre du travail au SIAM. Et puis Cyril est un tout petit garçon parce que j'ai eu la chance de l'avoir eu comme élève quand j'étais prof dans une autre vie aux Quatre Moulins, et Cyril a été mon élève et il a usé ses fonds de culotte sur les bancs des Quatre Moulins. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie à plein de titres de l'accueillir. Et puis je pense que c'est vraiment une journée importante parce que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui nous préoccupe tous, qui nous a envahi, qui a envahi nos univers depuis maintenant novembre-décembre de l'an dernier. Donc voilà, il y a beaucoup de manifestations qui se mettent en place et nous on avait envie de mettre en place une manifestation très pratico-pratique. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à Cyril. Et puis je voulais remercier tout particulièrement Géraldine qui se cache naturellement au fond parce que Géraldine se cache. Géraldine Roulers et puis Alexandre Arnoux. J'aimerais bien que vous les applaudissiez parce que c'est tous les deux. Merci pour eux. Donc Alexandre Arnoux qui est le nouveau collègue qui a rejoint le SIAM et qui est en charge de l'offre de formation, et puis Géraldine Roulers qui est là depuis plus longtemps que lui et qui est en charge de tout ce qui est formation aux outils du numérique. Et puis sans l'aide de leurs collègues du SIAM, toute cette organisation aurait été beaucoup plus difficile. Donc les collègues du SIAM, je tenais aussi à vous remercier pour votre implication et puis votre joie de vivre qui fait qu'on prend plaisir à venir ici travailler au SIAM. Donc je vais me taire et puis maintenant je vais donner la parole à Cyril pour cette formation. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vais rester avec vous aussi toute la journée parce que ça m'intéresse beaucoup. À bientôt. Merci. On peut applaudir effectivement. Bien. Alors je crois qu'il y a eu cette remarque sur le fait qu'on prenait plaisir à être présent. Moi, j'ai toujours plaisir à venir, en tout cas, vous voir. Alors, effectivement, je suis un gamin de Brest et je suis aussi brestois le reste de ma semaine, même si mes activités font qu'une partie de mes entreprises sont basées à Paris et une partie de mes équipes de développement avec lesquelles on travaille sont basées également à Paris. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Denoual, peut-être tu peux juste lever la main pour tout le monde, qui lui également brestois, une qualité parmi d'autres, et qui rejoint au sein de notre groupe justement la gestion de la partie enseignement, formation autour des thématiques un peu IA. Avant de commencer, donc juste vous dire un petit peu qui je suis. Donc effectivement, Cyril de Souza Cardoso. Je suis aujourd'hui à la tête de 2 sociétés, l'une qui accompagne la transformation des organisations publiques et privées. D'ailleurs, on intervient une majeure partie de notre temps plutôt dans le secteur public, dans tout ce qui est transformation managériale, organisationnelle, conduite du changement. Et une filiale de cette société-là qui développe depuis 2016 des IA conversationnelles qui sont maintenant devenues génératives et on va y revenir. Donc des chatbots, un petit moment qu'on développe ce type de technologie. Et forcément, en 2022, quand ChatGPT sort, il y a eu une accélération technologique et à travers la France, il y a eu cette question de savoir qui c'est qui pouvait venir un peu parler de ces sujets-là, à la fois au croisement de la transformation des organisations et des développements technologiques. Et je me suis retrouvé finalement à intervenir sur ces sujets-là de plus en plus pour venir expliquer à différentes personnes ce qui se passait derrière ces environnements technologiques. Donc je vais essayer d'un peu de vous partager tout ça aujourd'hui. On a une particularité chez nous. Chez les Petits Bots, c'est une société technologique, mais la première personne qu'on a recrutée, c'était une philosophe, puisque on a créé un laboratoire de recherche en éthique appliquée aux nouvelles technologies. C'était Giada Pistilli à l'époque qui a pris la tête de ce poste-là. Notre idée, c'était toujours de placer une réflexion consciente des nouvelles technologies au cœur des projets d'innovation
On va en reparler parce que, bien entendu, il y a énormément de problématiques qui sont posées par les technologies dont on va parler. Aujourd'hui, ce cabinet, en tout cas, ce laboratoire de recherche est dirigé par Fanny Paris, et début octobre, on annoncera le lancement d'une chaire d'études officielle sur l'étude de l'impact de l'IA sur le management et les organisations, mais c'était presque un autre sujet. Avant ça, je vais rapidement poser deux choses, parce qu'après je vais essayer d'être plutôt dans la démonstration, l'utilisation d'outils. Ça, c'est le nombre de jours qu'il a fallu à ces différents logiciels pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Ok, 3600 pour Netflix, il a fallu la moitié moins de temps, notamment pour Facebook. Et quand TikTok est arrivé, logiciel asiatique, sur une population qui était vaste, en 270 jours, on s'était dit à l'époque, dans l'univers de l'innovation, qu'a priori, il n'allait pas être possible de battre quasiment ce record-là. Et résultat, ChatGPT a remporté le challenge, puisqu'il a atteint les 100 millions d'utilisateurs en 60 jours. Un Français sur 5 a déjà utilisé ChatGPT, et il y a à peu près 1,5 milliard de connexions par mois sur ChatGPT. C'est le premier élément, c'est une grosse différence entre cette révolution technologique et vous savez toutes ces révolutions dont on a voulu nous parler, le métaverse, la crypto-monnaie, le Web 3, c'est toujours des sujets, d'ailleurs personne ne les avait vraiment vus, ces révolutions technologiques, on ne sait pas où elles sont encore. Elles sont en cours, il y a des choses derrière, mais c'est des choses qui sont un peu abstraites. C'est pas le cas de l'IA générative. L'IA générative, c'est au moment où on se parle, déjà une réalité quotidienne pour beaucoup de personnes. Et quand je dis beaucoup de personnes, c'est beaucoup de personnes dans cette faculté notamment. Avec cet élément également, avant que je passe aux démonstrations, c'est le rythme d'adoption des IA génératives. En comparaison, notamment, du smartphone ou de la tablette. Et il s'avère que pour l'instant, sur les 2 années de recul qu'on a, on sait que le rythme d'adoption des IA génératives est plus rapide que celui du smartphone et de la tablette. Donc on est bien sur une révolution technologique qui n'a pas d'équivalent. On réfléchit avec pas mal de personnes autour de l'innovation pour essayer de trouver la comparaison technologique, c'est-à-dire à quel point de rupture on est aujourd'hui, en tout cas sur les aspects d'usage. Quand on regarde les choses sous l'angle de l'adoption, on est en tout cas sur une révolution qui est au moins équivalente à celle de l'invention d'Internet. Il faut revenir dans les années 50. Et c'est-à-dire que personne n'a vécu de notre vivant une révolution technologique, en tout cas aussi importante en termes de rupture. On pourrait même revenir plus loin à mon avis, mais c'est un vaste sujet sur lequel on aura en tout cas des échanges. Bon, moi je vais m'arrêter là en tout cas sur la partie un peu, pour l'instant, présentation. Je vais revenir après bien sûr sur le fonctionnement de ces technologies-là. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de directement un peu jouer avec du coup ces IA. C'est un peu l'avantage de notre époque et des 11 mois qui viennent de se passer. Un certain nombre d'outils en tout cas a émergé et nous permet très concrètement de parler de ces technologies de manière en tout cas pratique. Avant ça, je vous avais demandé de répondre à un petit sondage. Alors, je ne sais pas si certains l'ont fait, c'était de savoir si vous aviez déjà utilisé ChatGPT. Donc dans la salle, bon, je ne sais pas ce que c'est. Alors juste je vous pose la question parce que je me suis retrouvé dans une conférence il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à Brest avec des Noël et on a des gens dans la salle qui ont levé la main pour dire qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ChatGPT. J'ai présupposé qu'ils venaient d'arriver du pôle Nord et qu'a priori ils revenaient d'une expédition. Pour les autres, effectivement, on est à peu près sur ces proportions-là. Jamais, ok, 2, une fois, 3 et après plus d'une fois et je l'utilise même régulièrement. Donc là, on a quand même pas mal de monde. Ok. En tout cas, très bien. Donc, je vais revenir un peu sur tous ces éléments. Et donc, on va commencer effectivement avec notre... Ça grésille un peu, c'est ça? Non, c'est bon. Alors, on va commencer avec le premier outil, effectivement, le plus connu. Alors, sauf que, quand on parle d'IA générative, bien sûr, il y a ChatGPT, mais qu'on soit clair, ChatGPT n'est qu'un des modèles de fondation. Retenez ce terme-là. Les modèles de fondation, ce sont les modèles à la base des grands outils dont on va parler et qui ont effectivement absorbé un grand ensemble de données selon certaines modalités algorithmiques que je viendrai préciser tout à l'heure. Donc, je viens ici faire la première chose qu'on a l'habitude de faire avec ChatGPT, c'est par exemple venir lui dire, de manière assez brute, les gens l'ont utilisé de ces manières-là en disant pourrais-tu
me dire qu'est-ce que l'UBO. D'accord. Alors je pose cette question, on l'a utilisé comme un moteur de recherche. Sachez que c'est une très mauvaise utilisation de ChatGPT. D'accord. Donc là, en plus, en l'occurrence, vous voyez, il sait pas ce que c'est. Je vais pas préciser. En tout cas, la première réaction et la première chose qu'on a voulu faire avec ChatGPT, c'est normal, c'est d'en faire un moteur de recherche. Ce n'est pas un moteur de recherche. C'est d'ailleurs un très mauvais moteur de recherche. Ces données sont des données qui sont à jour de fin 2021, de par en tout cas le processus en tout cas d'apprentissage, c'est en tout cas un outil qui est pas à jour en termes de connaissances ou autre. Donc on n'utilise pas cet outil et c'est pas d'ailleurs son intérêt comme un moteur de recherche. On a des moteurs de recherche qui sont bien plus efficaces. C'est pas l'objectif en tout cas de l'outil. L'outil va être là pour vraiment nous assister. Okay, dans certains processus d'écriture, de lecture, de résumé, de synthèse. Là, on utilise vraiment l'outil à bon escient. La dernière fois que je suis venu ici, on a en direct parlé, il fallait qu'on crée un cours autour de la relativité. C'était, je crois, le challenge qu'on s'était donné. On avait commencé à faire des choses. Je vais reprendre un peu le fil. Je me mets sur un autre outil. Je vous le mentionne, Poe.com. On l'utilisera tout à l'heure pour ceux qui participeront aux ateliers. Poe.com, j'apprécie l'outil parce que, il a on a une possibilité de venir l'utiliser gratuitement, et surtout il me donne accès à GPT-4 qui est le moteur derrière donc ChatGPT, mais surtout il me donne accès à énormément d'autres modèles, d'accord, et notamment Claude que je vais venir utiliser, mais d'autres aussi également. On a Palm, Llama qui a été développé par Meta et régulièrement mis à jour. Donc c'est une interface qui me donne accès à beaucoup plus de modèles. Vous allez voir que c'est important suivant les usages qu'on souhaite en faire. Ça me permet d'expérimenter donc les choses de manière, en tout cas, assez large. Autre élément, ayez-le en tête. Certains d'entre vous ont utilisé ChatGPT ici en utilisant le modèle 3.5. Il y a une grosse différence entre le modèle 3.5 et le modèle 4 qui est accessible par abonnement. D'accord ? Très concrètement, le modèle 3.5, c'est 175 milliards de paramètres. Je vais venir préciser quels sont ces paramètres. GPT-4, c'est 1800 milliards de paramètres. D'accord ? Donc ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Et d'ailleurs, en termes de capacité et de capacité à rédiger, à écrire, il n'y a rien. Donc si vous êtes fait juste une idée de la capacité de ChatGPT en l'utilisant comme un moteur de recherche et en utilisant le moteur 3.5, vous n'avez pas du tout testé ChatGPT et ces outils-là. Bon, moi je reviens ici, je me mets sur Poe. Je vais faire un travail, je vais me dire, ok, on veut écrire un cours sur la théorie de la relativité. Je vais chercher un document sur introduction, théorie de la relativité. Alors j'ai trouvé un document en PDF sur Internet, on va essayer de trouver. Donc ici j'ai un document, 95 pages. Ici, introduction, donc vous voyez, avec 95 pages, voilà, avec tout ce qu'il faut en termes d'équations ou autres. Et donc je vais pouvoir venir, pour faire premier élément, venir chercher et du coup enregistrer ce document au format PDF. Et là, je vais venir l'utiliser, d'accord, de la bonne manière, c'est-à-dire comme un assistant pour moi de rédaction. Parce que là, la matière, a priori, c'est un document officiel. Hop. Donc qui vient de, je sais pas de quel site. Je vérifie juste. Voilà, l'Institut d'astrophysique de Paris. Bon, par défaut, dans le cadre de ma démo, je vais présupposer que c'est un bon institut. Et donc, je viens ici, et là, je vais utiliser, non pas GPT, mais je vais utiliser Claude, qui est développé par une société qui s'appelle Anthropic. Alors, je l'utilise pourquoi ? Parce que cette IA-là a plus de contexte. Retenez-le, on va reparler de la notion de contexte. Le contexte, c'est la profondeur d'éléments que l'IA peut prendre en compte dans le traitement de l'information que je vais lui demander de réaliser. Là, typiquement, je vais commencer donc du coup à écrire un prompt. Écrire un prompt, donc c'est l'invite de commande que je viens taper ici. C'est tout un art, ça veut dire qu'il y a une manière de rédiger les prompts, d'accord ? Et je vais essayer de vous donner en tout cas certains conseils sur comment rédiger bien vos prompts. La première technique pour rédiger bien vos prompts, c'est ce qu'on appelle le RCF, d'accord ? Je lui donne un rôle à la machine, je lui donne un contexte, et ensuite je lui donne un format. Pourquoi je fais les choses de cette manière-là ? Parce que quand vous allez parler avec ces IA-là, si vous leur demandez pas d'essayer de jouer un rôle, une casquette, elle va utiliser la moyenne de ses connaissances pour répondre à votre sujet. Sauf que quand moi je parle de la théorie de la relativité, moi je veux qu'elle donne plus de poids et plus d'attention dans sa base de connaissances à la théorie de la relativité ou aux experts de la théorie de la relativité. Pour faire ça, je lui dis juste écris comme un expert
de la théorie de la relativité. Donc je fais la première phase, c'est rôle, le R dans le RCF, théorie de la relativité. Donc une fois que j'ai donné le rôle, alors je vais pouvoir donner mon contexte. Je dis, je dois créer un cours sur cette théorie. Et là, je lui demande maintenant le format de ce que je veux. Je vais lui dire, bah tiens, je te joins en pièce jointe un document ici. Donc je viens chercher dans mes téléchargements donc le cours. Et là, je lui donne le format que je veux. Je lui dis, bon, bah, il y avait à peu près une centaine de pages. Et je lui dis, OK, le format, par exemple, je lui dis, ben, donne-moi les 10 idées clés. OK, donne-moi les 10 idées clés contenues dans ce document. Donc, là, vous voyez, RCF, rôle, contexte et du coup, format. Et une fois que j'ai donné ça, alors je peux lancer la chose. Sachez que, là, on va voir c'est toujours le risque des démos en live, c'est est-ce que ça va fonctionner ou pas. Sachez que ChatGPT, là, a priori, m'aurait bloqué, puisque le document que je fournis était trop gros pour ChatGPT. Donc j'ai tendance, on a tendance à utiliser plutôt Claude quand il s'agit de résumer des gros documents. On reparlera ensuite de d'autres sujets, à savoir comment on fait de la vectorisation de bases de connaissances, parce que on va pouvoir aussi utiliser ces IA-là, adossés à des bases de connaissances larges, par exemple, toutes les connaissances que vous pouvez avoir au sein de la faculté, et ensuite, du coup, faire en sorte que l'IA ne réponde aux questions qu'on lui pose qu'à partir du corpus documentaire qu'on lui fournit, d'accord ? Ce qui permet d'éviter justement les problématiques à ce niveau-là. Bon, le document est un peu gros, j'espère en tout cas qu'il va me sortir. Juste un autre élément, quand je parle là, ici, écrit comme un expert de la théorie de la relativité, donc le moment où je fais un rôle, retenez donc une chose, par exemple GPT, ou là le modèle Claude, comment il fonctionne, on est venu lui donner l'ensemble un peu des connaissances humaines, d'accord. En gros, GPT a absorbé l'ensemble d'Internet, l'ensemble de la littérature humaine, l'ensemble de Wikipédia. Et ensuite, par une mécanique qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé, il a appris à construire les textes de manière probabiliste. C'est-à-dire que il a pris des textes, par exemple, dans un environnement, et il a caché un bout de phrase, et il s'est dit, OK, au regard du contexte qui entoure cette phrase, est-ce que je suis capable d'imaginer ce qu'il y a à la place? Et ensuite, quand il a essayé d'imaginer ce qu'il y avait, il a regardé si c'était bon. Et ce jeu-là, il l'a opéré sur l'ensemble de la littérature humaine, sur l'ensemble des écrits humains, sur l'ensemble d'Internet. Donc, d'où le fait que, par exemple, bah oui, si vous lui demandez d'écrire comme Victor Hugo, il va être capable d'écrire comme Victor Hugo, parce qu'il a compris statistiquement quel est le style, d'accord? Mais on parle toujours d'un apprentissage qui est statistique. Et donc, quand je viens donner ici, moi, un rôle, en tout cas, à la machine, il veut plus enable. Je sais pas comment le relancer. Donc, en tout cas, quand je viens, lui faire, je vais le relancer. J'espère qu'il va je relance. Quand je lui donne, en tout cas, la notion de rôle, je viens, du coup, lui donner lui redemander, lui demander de venir se concentrer dans son corpus littéraire, dans son corpus de connaissances sur justement ce qui va relever, par exemple, du champ d'expertise que je lui donne. Et donc, il va donner plus de poids, c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'attention, aux sujets ou aux expertises qui, dans son corpus de connaissances, relèvent de ça. Et donc, vous allez inévitablement venir élever son champ de compétences dans un champ lorsque vous venez travailler sur ce rôle-là. Bon, là, j'espère que j'ai pas pris un document qui est trop gros, sinon je viendrai prendre un document qui est plus léger. Si jamais il n'est pas capable de le faire ici, j'espère qu'il va le faire. Alors, hier, je crois que j'avais testé avec un autre document. Alors, attendez, est-ce que je l'ai ici? Non. Je vais en profiter pour une question. Bien sûr, bien sûr. On peut tout simplement faire un lien vers où ce que vous voulez. Alors, il y a actuellement, exactement. Il est possible dans ChatGPT ici. Alors attendez, juste je relance ici mon corpus comme ça. Hop. J'espère qu'il va le relancer. En parallèle, par exemple, sur ChatGPT, donc je vous le lance ici, quand vous arrivez ici, il y a une partie qu'on appelle plugins qui vous permet de venir adosser à ChatGPT des plugins, effectivement, dont notamment la possibilité de venir insérer dans vos prompts du coup des liens venant d'Internet. Mais il y a aussi d'autres possibilités, parce qu'on peut venir lui demander par exemple de synthétiser une vidéo YouTube ou autre. Il y a cette possibilité là également. Donc vous avez, il y a cette possibilité.
Bon, là, je vais juste changer de document. Si ça vous va, je vais tricher. Je vais prendre un document de 23 pages parce que je ne sais pas si j'ai une bonne connexion Internet. Hop, donc ici, exporter au format PDF, je change. Hop, on va le mettre ici. Je pense que ça va mieux fonctionner. Alors, je me remets sur Poé. Hop. Donc, sur Claude 2, j'insère mon document et je refais donc la même chose. Donc, écrit comme un expert de la théorie de la relativité. Du coup, je dois créer un cours sur cette théorie. Résume les 10 informations clés de ce document. Donc là, j'espère qu'il va être plus rapide, parce que là, il y avait uniquement 23 pages dans ce document. Alors, je ne vais pas quand même lâcher l'affaire sur l'autre, puisque je vais relancer tout à l'heure à la pause pour m'assurer en tout cas que ça fonctionne. Bon, là, bien sûr, c'est toujours le sujet. Ah, voilà, là, il me lâche pas. Bon, là, il le fait un peu plus rapidement. Donc, il vient me donner, du coup, les 10 informations clés contenues dans le document que je lui ai fourni. Et vous voyez ce qu'il va faire, cependant, dans le format qu'il utilise. Il écrit comme un expert de la théorie de la relativité, d'accord ? Ce qui est pas forcément dans le format très lisible pour nous, puisque forcément, moi en tout cas, je suis pas expert de la théorie de la relativité, ça m'intéresse beaucoup, mais l'action de Einstein-Hilbert associée à la courbure scalaire R permet de retrouver les équations du champ gravitationnel. Moi là, ça me parle pas tout de suite beaucoup. L'autre format, et l'une des manières en tout cas de l'utiliser, ça va être justement de venir lui dire, ok, maintenant, écris comme un expert de la pédagogie, en sciences. Réécris ces 10 idées, donc de manière pédagogique, pour le grand public, en utilisant une métaphore pour chacune. On va voir. Et là, effectivement, je vais être capable de venir combiner, d'accord, des savoir-faire qu'il va avoir dans certains domaines pour venir, retraiter des textes, les rendre plus accessibles. C'est un des aspects justement d'utilisation, en tout cas de ces IA. Donc là, par exemple, il va dire voilà, le principe d'équivalence est comme un magicien qui rend localement la gravité invisible, d'accord ? Ça fonctionne plutôt bien comme métaphore. Dans les métaphores, les équations d'Einstein relient la géométrie de l'espace-temps comme la forme d'un drap à son contenu en énergie-matière, comme les objets qui le déforment. Okay ? Donc il a cette capacité à venir rendre du coup un cours, en tout cas des éléments complexes, d'accord, de manière en tout cas pédagogique. Donc c'est une des manières en tout cas de l'utiliser. Là à partir de là, je peux venir lui dire ok, maintenant écris le déroulé d'une formation présentant la théorie de la relativité générale, la théorie de la relativité, en réutilisant ces 10 idées. Alors vous voyez ici, un point que j'insiste, une fois que j'ai commencé à entrer dans l'échange, je reprécise plus des choses dans la conversation. Pourquoi ? Parce que on est rentré dans une conversation, et sachez que tout ce qui précède dans la conversation, d'accord, est utilisé dans le contexte de la réponse. Donc je peux rebondir dessus. C'est un point très important. Si tout à l'heure je dois changer de thème et je dois écrire sur un autre sujet, il va falloir que je crée une nouvelle conversation pour réinitialiser du coup les IA et faire en sorte que justement elles soient pas polluées par justement des éléments précédents dans la conversation. Donc c'est comme ça qu'on va gérer plusieurs conversations face au bot. Bon, ici je vais lui demander de me créer du coup un plan pour cette formation sur l'intelligence, du coup, sur la théorie de la relativité. Et en parallèle, moi, je vais me connecter du coup à un autre outil, puisque, bien sûr, on a beaucoup entendu parler des IA génératives sur la génération de texte, mais aussi également, par exemple, sur un peu la génération d'images. Mais ça ne se limite pas à ça. En réalité, les IA sont génératives sur l'ensemble des champs de connaissances humaines. Je prends par exemple ici Gamma, qui est un générateur tout simplement de présentation, qui me permet, tout simplement à partir d'une présentation ici, d'accord. Donc là, il m'a écrit mon plan entièrement. Donc voilà, voici un des relais possibles d'une formation présentant la théorie de la relativité, en réutilisant les 10 idées.
Voilà, il me dit l'introduction, vous avez vu, il m'a donné en plus le temps, alors je pourrais venir lui préciser, lui dire, ok, est-ce que tu peux m'imaginer des modalités pédagogiques, est-ce que j'aimerais bien inventer un escape game autour de ça. Donc vous pouvez imaginer énormément de modalités autour en tout cas autour du sujet. Bon, je vais récupérer la note du coup qu'il a écrit, et si je viens ici sur Gamma, je peux venir ici, et je vais lui donner un contexte, je lui dis, ok, écris un cours en français sur la théorie de la relativité. Et je lui donne mon plan, les éléments que j'ai écrits, d'accord, à l'intérieur, et je vais lui demander de venir générer automatiquement, du coup, le PowerPoint, ma présentation. Ici, je peux venir choisir le slide. Alors bien sûr, j'aurais pu préenregistrer du coup la charte graphique et ici inscrire. Donc là, j'ai choisi une par défaut, et il va venir tout seul générer l'ensemble du slide. Il va venir l'illustrer également, puisqu'il va venir sélectionner dans une banque d'images les éléments pour venir automatiser entièrement la création de vos présentations. Je sens que ça fait oui. Non, là il n'y a pas de compte. Là, on n'est pas sur des comptes ChatGPT. Justement, c'est un point important sur le sujet là des IA, parce qu'on a beaucoup parlé de ChatGPT, d'accord. Mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des modèles de fondation. Et en fait, il en existe plein dans plein de domaines, d'accord. Et heureusement pour nous d'ailleurs, ça va nous éviter de devoir être collé à ChatGPT. Et je vais en reparler sur la thématique notamment de l'open source. Et là, sur Gamma, ils ont leur propre modèle derrière. Donc ici, il a créé les choses. Alors là, il n'a pas. Ensuite, alors moi, je pourrais interagir. Après, vous pouvez venir interagir avec la machine sur chacune des slides et venir lui dire, cette slide-là, j'aimerais que tu mettes une illustration un peu comme ça, ou retravaille cette slide de cette manière-là. Vous interagissez avec l'outil pour qu'elle vienne vraiment créer les choses. Bon, j'ai créé du coup ma présentation. Je vais venir moi la télécharger, exporter au format PDF. Je vais du coup l'enregistrer en parallèle. Donc, qui c'est qui a déjà joué avec Midjourney ici? Levez la main. Ok. Donc Midjourney, générateur, donc c'est un des modèles de fondation qui permet de générer du coup des images. En l'occurrence, si je viens ici, là sur mon sujet. Donc là, sachez juste que Midjourney, alors il y a plusieurs outils. Cet après-midi, on vous proposera d'autres outils pour expérimenter la génération d'images. Typiquement, on va avoir notamment Leonardo.ai pour ceux qui voudraient tester vraiment la génération d'images. Je vous conseille d'utiliser Leonardo.ai. J'utilise Midjourney moi parce qu'en conférence c'est plus simple, ça permet de faire des choses très belles très vite, mais c'est peu ensuite personnalisable. Et en plus, c'est via une interface Discord qui est pas toujours la plus ergonomique. Bref, je viens ici et je lui dis OK, imagine donc un logo pour un cours sur la physique, sur la théorie de la relativité générale. Théorie de la relativité générale. Donc, je viens lui demander de générer mon logo, d'accord. Et il va, lui, de la même manière, c'est les mêmes mécaniques d'apprentissage qu'il y a derrière. Vous savez, le mode d'auto-supervision dont je vous ai parlé sur les textes, il s'est caché des bouts de texte. Et ensuite, il a essayé d'imaginer au regard du contexte, il était capable de réimaginer. Les pixels d'une image, c'est la même chose. Comme les pixels d'une vidéo, comme d'ailleurs une présentation, ça consiste toujours, en tout cas, à la même chose. Donc pour lui, forcément, il a appris à générer des choses probables en se cachant des pixels dans des images. Et donc, il a appris de manière autonome. C'est un point important dans le fonctionnement statistique de ces IA, qui ne sont pas régis par des règles logiques ou algorithmiques. D'accord ? Donc ça, on va y revenir parce que ça a un impact fort, bien entendu, sur ces IA. Bon, vous voyez, il me génère un logo. On aura des sujets sur la propriété intellectuelle ou autre. Sachez que Midjourney, en tout cas, si vous avez le format payant, vous donne les droits d'utilisation sur les images. Est-ce qu'en réalité, ils ont eux-mêmes les droits d'utilisation de ces propres images? C'est un vaste débat sur aujourd'hui, justement, la propriété intellectuelle. On va y revenir. Mais vous voyez, bon, il m'a fait en tout cas un logo qui passe tout à fait pour une présentation. Je vais pouvoir moi-même, du coup, le mettre de côté. Hop. Donc, je viens l'enregistrer ici. Hop, je me le mets de côté. En parallèle, et c'est l'un des sujets, bien entendu, si je lui dis, imagine, la dernière fois, je crois que j'avais fait Albert Einstein. Une fois, alors on va mettre même, on va préciser. Alors, sachez juste,
Deuxième élément, vous pouvez avoir des prompts très complexes sur les IA textuels. Quand vous êtes sur des IA génératives d'images, faites des prompts très courts, très simples. On peut pas pour l'instant utiliser des textes beaucoup plus longs. C'est lié à des aspects d'empilement technologique. Je pourrais y revenir. Donc là, je vais lui dire, ok, une photo réaliste. Donc là, je lui parle comme quelqu'un expert de l'image. Je lui dis, donc une photo réaliste d'Albert Einstein donnant un cours à des enfants. Et là, bien sûr, lui, il va utiliser, alors c'est toujours relativement aux données qu'il y a à l'intérieur, hein, mais Albert Einstein, pour le coup, il a une grande base de données sur Albert Einstein, il a appris à modéliser le visage d'Albert Einstein, et donc, effectivement, il va le faire. Alors, souvent, dans ces prompts-là, il peut y avoir des problématiques, vous le verrez, parce que des fois, il peut mixer Albert Einstein avec les enfants, suivant le prompt que vous avez. Donc, du coup, il va vous faire une version enfant d'Albert Einstein. Voilà, ça peut arriver dans le prompt. Bon, là, il a pas fait. Mais comme vous voyez, il va générer une image photoréaliste, et donc cette capacité-là, je peux le faire. Alors, ça va poser plein de choses sur notamment la problématique, notamment des donc là par exemple, on en a plusieurs. Si je prends l'U3, il m'a l'air pas mal. Ça pose des choses autour des fake news, bien entendu. On va vivre la première élection américaine sous l'ère de l'IA générative, ça pose beaucoup de questions. Biden a d'ailleurs demandé à rencontrer plusieurs fois les géants de la tech pour s'assurer que ça fonctionne. Mais donc vous voyez, là-dessus, il n'y a aucune pixel de cette photo qui n'est vraie. Et bien entendu, on dirait qu'elle est vraie. On pourrait l'étendre. Alors, sachez qu'il y a plein de choses. Si jamais je lui dis zoom out, par exemple ici, il va prendre l'image et il va commencer à faire un recul, d'accord. Il va commencer à imaginer ce qu'il y a autour de l'image. Vous allez même pouvoir vous-même rajouter des choses. Donc vous pouvez vraiment interagir avec l'image de manière assez simple et assez facile. Là, je vous montre juste Midjourney, bien entendu. Je pourrais vous montrer d'autres choses qui arrivent sur Adobe ou autre. Vous voyez, il a repris l'image. Alors, vous voyez ici, il y a juste un élément, je vous le donne. Vous voyez, l'image, peu à peu, elle commence à devenir de plus en plus claire. C'est ce qu'on appelle la diffusion. C'est pour ça que d'ailleurs, une des grandes sociétés dans cet univers-là s'appelle Stable Diffusion. C'est lié à quoi? C'est lié que le processus d'apprentissage de la photo a appris à générer des pixels, puis après, peu à peu, à venir dépixeliser le bruit autour pour venir de plus en plus la rendre cohérente. C'est la construction de la machine qui est comme ça. Et donc, vous voyez, typiquement, là, en plus, on a un nouveau personnage qui est arrivé sur la photo. Je sais pas si on la voit là. Il n'est pas encore fini, donc il n'est pas encore à 100%, voilà. Donc si je prends U4, donc vous voyez, il a régénéré l'image, il a fait un focus arrière pour donc vous imaginez bien que le traitement de l'image sur plein de choses bien sûr va venir percuter énormément de choses dans la création à plein d'endroits. Vous imaginez en pédagogie ce que ça peut aussi bien entendu générer, parce qu'on peut reprovoquer recréer des scènes probablement historiques ou autres. Alors bien sûr, il va falloir maîtriser les choses, parce que quelle est la probabilité que tout ça soit crédible ou pas au regard de l'époque, etc. Il faut une certaine connaissance, mais ce sont des assistants qui se retrouvent entre les mains du plus grand nombre. Ça, c'est pour les aspects génération d'images. Bien entendu, on s'arrête pas à ça aujourd'hui. Si jamais je devais maintenant, je sais pas, si j'avais besoin moi de générer, on va dire une vidéo. Hop, je peux générer bien entendu également des vidéos. Là, je vais me mettre sur Runway. Runway, je peux très facilement venir ici et lui proposer, lui demander de générer. Alors, ce qui est hyper intéressant sur Runway, on fait ce qu'on appelle du texte ou vidéo. Je lui donne du texte et il va générer une vidéo. Mais je peux même aller plus loin. Je peux ensuite, par exemple, générer des images. Sachez-le. Alors, je vais pas le faire là parce qu'il faut un peu de temps de calcul, mais je pourrais prendre mon image là d'Albert Einstein, l'insérer et lui demander de venir animer l'image. D'accord? Pour l'instant, il fait des vidéos de 3 à 4 secondes, mais il prend l'image et ensuite il vient la générer. Vous imaginez bien que le potentiel demain de création, de capacité de chacun de générer son propre film ou ses propres... Voilà, tout ça en tout cas à portée de main et de calcul, avec plein de limites dont on va bien entendu parler également. Alors moi ici, je me mets ici, je vais faire un texte ou vidéo. Donc je viens ici. Alors après, je vais vous montrer une autre... Alors je vais me mettre ici sur texte et je lui dis ok, alors on va faire une vidéo courte, imagine l'horloge de l'espace-temps, d'accord. Alors je lui donne et hop, je lui demande de générer une vidéo et il va générer, d'accord, de la même manière qu'il génère du texte à partir de son auto-supervision et de base de connaissances. Là il a fait la même chose sur des vidéos cette fois-ci. Alors bien entendu, pour des raisons de capacité de calculatoire actuellement, l'outil permet de générer une première vidéo de 4 secondes que vous pouvez ensuite étendre à 16 secondes. Je le précise juste, parce qu'il y a des aspects aussi des dimensions écologiques.
dont il faut avoir en tête. Quand j'utilise par exemple Midjourney, l'utilisation pour la génération d'une photo, a priori, on est sur l'utilisation à date, même si les serveurs s'améliorent, mais je consomme 500 millilitres d'eau. D'accord ? Donc il y a un vrai sujet sur le sujet. Il y a un débat en ce moment qui est né la semaine dernière, très intéressant. Je vous inviterai à vous rendre sur le Twitter de Yann Lequin, qui est un Français qui a obtenu la médaille Fields, non pas la médaille Fields, le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel d'informatique en 2018, qui est le patron de la recherche chez Meta, et qui a relayé une étude cependant qui provoque énormément de débats, où donc un travail de recherche, je crois que ce sont des chercheurs de Stanford, ont étudié l'impact écologique d'un texte généré par IA et images et ont démontré a priori que ça consommait 100 fois moins que la même image ou le même texte généré par un être humain. Vous imaginez bien toutes les modalités complexes que ça présuppose, les hypothèses qu'il y a forcément derrière ce travail. Je ne fais pas de positionnement sur le sujet, mais sachez qu'il y a un très fort débat sur le sujet. Il y a un papier très intéressant. Il y a un débat qui naît autour de ça. Donc je vous le mentionne également parce qu'on est quand même dans une période où il y a beaucoup de questions qui émergent. Je vous montre juste la vidéo. Donc voilà. Donc il a fait une vidéo un peu simple, mais voilà, j'ai en tout cas cette vidéo. Si j'avais envie, moi-même de venir la télécharger, je peux venir la télécharger. Alors ça, je vous montre ça parce que bon, ça c'est des choses qu'on utilise pas mal que j'ai pas mal montré. Là, il y a récemment, parce que la présentation que je vous fais, elle change tous les semaines, parce que forcément il y a énormément d'outils qui émergent et mon équipe qui passe une grande partie de son temps du coup à justement essayer de suivre un peu tous les avancées. Et récemment, j'ai découvert un outil que je trouvais intéressant, avec lequel j'ai un peu joué ce week-end. C'est cet outil-là. C'est donc invideo.io. Je l'ai trouvé vachement intéressant parce qu'il permet de venir créer des vidéos de manière assez simple, non pas en régénérant des vidéos, mais je lui donne donc par exemple un sujet, et ensuite lui va venir chercher dans une base de données des vidéos qui peuvent illustrer le propos qui va être généré cette fois-ci, lui, par l'IA. Donc l'IA, en gros, génère un script, génère la voix, et ensuite, pour illustrer la vidéo, va venir ajouter par-dessus des images. Je vais pas le générer là en live, mais je vous montre juste ce que j'ai fait ce week-end. Je l'ai partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je voulais qu'il m'explique le surf. Une vidéo explicative du surf. Alors attendez, dans ma librairie, oui là, Média Librairie. Je devrais l'avoir là. Non, attendez, est-ce que je l'ai ici? Oui, normalement je l'ai là. Ok, alors et du coup, il faut que je retrouve laquelle c'est parce que j'ai généré plusieurs. Il me semble que ça peut être Riding the Wave. Voilà, c'est ça. Donc, alors il me semble que c'est celle-ci. Hop. Donc en gros, la seule chose que je lui ai dit, d'accord, qu'on soit clair, je lui ai juste dit. Et crée-moi une vidéo explicative du surf. C'était juste ça, le prompt que moi, du coup, j'ai donné. Et lui, du coup, a généré ensuite, entièrement, alors la vidéo est en anglais, d'accord ? Mais là, c'est-à-dire que le montage, la génération du texte, la génération de la voix, le script, les termes, moi j'ai jamais fait. Have you ever wondered how surfing works? What's the magic behind those graceful movements on a wave? Today we're going to dive into the captivating world of surfing and break it down, step by step. First things first, one needs a surfboard. These come in a variety of shapes and sizes, designed to accommodate different styles of surfing and skill levels. The longboard, funboard, shortboard, and fish are just a few examples. Each has its own unique advantages and uses. Next comes understanding the ocean. A surfer must learn to read the waves. This involves recognizing the sets or groups of waves and knowing when to paddle out, when to sit and wait, and when to make the move to catch a wave. It's a delicate dance with nature, requiring patience, sharp observation skills, and a healthy dose of respect for the ocean's power. Now, on to the actual surfing. It all starts with paddling. This is how a surfer moves into the right position to catch a wave. Paddling requires strong arms and shoulders, but also a good sense of balance, as one must do this while lying on the board. Once in position, it's time to catch the wave. This is where timing comes into play. Too early and the wave will roll underneath. Too late and the wave will crash over, leaving the surfer behind. The goal is to start paddling just as the wave is about to reach, then push up from the board and stand.
Standing up, or popping up as it's often called, is probably the most challenging part for beginners. It involves quickly moving from a lying down position to standing, all while maintaining balance on a moving board. It's a skill that requires practice, but once mastered, it's like riding a bike. You never forget. After standing up, it's all about maneuvering. Bon, vous avez compris. The surfer uses their Je l'arrête là parce qu'on pourrait bien sûr aller plus loin. Mais ça, bah, c'est valable dans n'importe quel domaine. Maintenant, c'est-à-dire que je peux bien entendu créer du contenu pédagogique dans n'importe quel format, parce que là, j'ai demandé dans un format YouTube, j'ai lui demandé de faire ça dans un format Instagram, dans un format et ce dans n'importe quel domaine, tout simplement parce qu'il va utiliser, en tout cas, ses connaissances pour créer une vidéo qui va correspondre, en tout cas, à ma demande. Le gros avantage que j'ai, et c'est vraiment ce sur quoi je veux insister, l'IA va pas remplacer les êtres humains, d'accord ? À aucun moment. L'IA, elle va venir assister, d'accord ? Parce que bien entendu, là, j'ai généré cette vidéo, très bien, abrupte, mais des experts du surf auraient probablement plein de choses à redire sur certaines choses, certains éléments. Et si je devais générer là maintenant une vidéo sur la théorie de la relativité, peut-être qu'il faudrait retravailler. L'avantage que vont avoir cependant ces outils, c'est qu'ensuite, quand je peux venir sur une vidéo qui a été générée, je vais pouvoir venir l'éditer très facilement et reprendre chacune des séquences, venir remodifier si je veux la voix, modifier la vidéo à certains endroits. Mais vous imaginez, le pré-travail a été fait et ensuite je viens moi juste venir l'ajuster. Comme je l'ai fait d'ailleurs sur la génération de présentation. Dernier élément avant que je bascule sur la partie maintenant plus théorique autour de ces IA là. Juste qu'on soit au clair. Alors ici je vais mettre par exemple, on va appeler ça logo. Est-ce que je sais pas si je vais réussir à le faire là. On va voir. Hop. Je vais mettre mon logo que j'ai créé tout à l'heure. Ici, hop, dans mon document. Je vais créer ici, alors, comment je vais l'appeler celui-ci? On va l'appeler image. Hop, je viens ici créer donc une image. Hop. Alors, je vais rassembler tous ces éléments là dans un dossier pour juste qu'on ait aussi en tête certains éléments qui justement, en quoi ça va venir impacter également forcément une grande partie de l'univers dans lequel on fonctionne. Hop, et je vais générer vidéo également de la même manière. Je rassemble tout ça dans un fichier. Hop, est-ce que je ici, hop, et ici vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais reprendre maintenant cette fois-ci mon ChatGPT. Alors, sachez juste que par exemple, j'ai tendance à utiliser Claude quand il s'agit de faire des synthèses de documents parce qu'il a une capacité de profondeur qui est plus forte. Les capacités de rédaction sont quand même meilleures chez ChatGPT et il maîtrise plusieurs langages en tout cas de manière assez en tout cas supérieure aux autres modèles de langage. Et si maintenant je viens là par exemple lui dire, alors je vais reprendre ça dans mes notes, je pense que j'ai dû mettre un prompt parce que vous imaginez que tout l'art ensuite c'est de rédiger du coup des prompts et je vais lui demander de me créer un site web à partir des éléments que j'ai générés. Donc je lui dis écrit comme un expert du développement web et de l'UX UI design, d'accord. Donc j'ai écrit mon prompt et je lui dis donner le chemin du fichier que je lui ai donné et à l'intérieur je lui ai demandé d'utiliser le logo, la vidéo, la photo, même la présentation d'ailleurs. Ah oui, il faut que je génère la présentation. Donc il va me générer un code puisque bien entendu le langage informatique n'est jamais qu'un langage parmi d'autres, d'accord. Et donc la capacité de maîtrise du langage, elle est la même partout. Dans l'univers informatique, c'est là que ça a le plus d'impact. Aujourd'hui, on estime que 50 à 60% du code informatique sur GitHub est généré par IA. Nous, dans notre société aujourd'hui, à peu près 60 à 80% du code est généré du coup par IA. Et donc vous voyez, ici, il est en train de générer. J'aurais pu lui demander la même chose en Python ou autre. Il va être capable. Donc forcément, ça vient changer aussi mon rapport à la technologie, mon rapport à la connaissance, à plein de choses. Mais encore une fois, probablement que venir corriger ensuite ce code-là me nécessiterait de me connaître ou d'avoir des connaissances un peu plus poussées, du coup en HTML ou autre. Là, je vais pas vous le montrer, mais en gros, la semaine dernière, j'ai dû faire la même présentation. Et après, j'ai collé juste mon code dans un texte edit. Et j'avais généré du coup ce site web. Vous voyez, et donc il y avait la vidéo. Voilà les éléments. Si je veux télécharger la présentation, alors là il le fait pas parce que du coup j'ai pas mis encore les bons éléments. Mais si je veux télécharger la présentation ou autre, il y a tous les éléments ici. Donc
en tout cas, l'air est en train de changer. J'espère que j'ai balayé un peu largement. Je vais pu vous montrer plein d'autres choses dans le cadre de notre démo. Dans les choses vraiment un peu court terme qui peuvent avoir un impact dans vos environnements, j'aurais pu vous montrer, vous parler alors de Adobe qui va avoir un gros impact avec sa dernière fonctionnalité qui permet maintenant de faire du traitement de l'image uniquement par le langage du coup naturel. Concrètement, je vais pouvoir, vous allez le voir, je peux venir voilà dans un environnement, lui dire bah tiens prends ça et enlève-moi les traces sur la route, voilà, donc hop, donc je supprime, ou alors après lui dire ok maintenant rajoute des traits jaunes au milieu de la route et il va venir générer les choses. Donc le traitement de l'image lui-même du coup se retrouve transformé puisque j'ai accès à ces éléments-là. Autre élément, autre logiciel que dont je pourrais vous parler qui va peut-être vous intéresser, c'est typiquement ce type d'outil. Alors je vous en montre un. Alors encore une fois, c'est un parmi d'autres. Là c'est tldv.io qui assiste à vos réunions en live, enregistre vos vidéos, régénère les comptes rendus et les relevés de décisions de manière automatique. Donc vous avez plus qu'à vous concentrer sur la réunion. Vous pouvez arriver en retard en réunion et l'IA vous fait un résumé de ce qui a été dit avant que vous arriviez. Alors est-ce que ça va améliorer notre rapport aux réunions? Je suis pas sûr, mais en tout cas ça en tout cas une assistance. J'aurais pu vous parler également parmi les autres outils de Superhuman, bien entendu. Ça, je pense que ça va vous parler. Un outil qui se connecte à votre boîte mail et qui à la fin de la journée vous dit parmi tous les mails que vous avez reçus lesquels sont intéressants à lire, et quand vous ouvrez un mail, a tenu compte de ce qui a précédé pour venir déjà vous proposer une réponse tenant compte de votre style d'écriture ou autre, puisque il est connecté du coup à votre gestionnaire de mail. Bon, c'est un cas d'usage parmi d'autres, et on pourrait du coup comme ça continuer longtemps. Je vais revenir maintenant rapidement du coup un peu à la présentation, cette fois-ci un peu plus maintenant en profondeur sur la période là qui nous occupe. Alors, je vais changer du coup de micro. Non, là c'est bon. Ok. Du coup, vous parlez un peu de cette ère de l'IA générative dans laquelle on est. Pourquoi on se retrouve d'un coup à parler de manière majeure de cet environnement-là? Bon, l'histoire de l'IA, elle est ancienne. Il date, depuis longtemps, l'humain cherche à reproduire, des sortes de robots mécaniques. Déjà dans la mythologie, il y avait des références. Mais l'ère de l'IA va vraiment commencer dans les années 50, avec d'ailleurs une date clé qui est l'année 56, une année où on va vraiment poser les bases de l'intelligence artificielle. Retenez qu'à cette époque-là va émerger deux grands domaines dans l'IA, ce qu'on appelle le connexionnisme et le cognitivisme. D'accord ? Le cognitivisme, c'est quelque chose d'assez logique, simple, c'est l'IA dont on a parlé pendant longtemps, c'est celle qui consistait à apprendre à la machine des raisonnements, même de haut niveau abstrait grâce à des raisonnements potentiellement symboliques, mais on lui apprenait des règles logiques en se disant que notre cerveau fonctionne selon des règles logiques et on essaye d'apprendre des règles logiques à la machine. En parallèle est né très tôt, la même année d'ailleurs, formulé de la même manière, ce qu'on appelle le connexionnisme. Ce domaine-là, lui a estimé, s'est dit que il fallait pas forcément apprendre des règles logiques à la machine pour qu'elle devienne intelligente. Il suffisait de copier la structure de notre cerveau, fait de réseaux de neurones, pour justement essayer d'inventer un système qui soit capable d'absorber des données et de générer de l'intelligence. C'était quand même très obscur comme approche. Il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne juste des données à une machine, et par elle-même, elle va découvrir des choses à l'intérieur, et donc forcément, tout le monde a été c'est pas un domaine en tout cas qui a été très exploré. Donc c'est vraiment le cognitivisme qui a conduit l'IA jusque dans les années 80. On a battu Kasparov aux échecs avec ce type d'IA-là. Puis ensuite, l'IA quand même va rentrer elle a traversé plusieurs hivers. Mais vous savez, ça faisait longtemps qu'on nous parlait d'intelligence artificielle et la réalité, c'est qu'on en voyait peu. Ceux qui sont plus anciens ont connu l'émergence des systèmes experts dans les organisations. On nous promettait beaucoup de choses. Bon, il n'y a jamais eu vraiment d'intelligence où les systèmes étaient quand même très limités. Le vrai basculement, il a lieu en 2012 dans l'univers de la data science. Geoffrey Hinton, notamment, en tout cas des étudiants à lui, vont participer à un concours aux États-Unis de reconnaissance d'images. Et en 2012, ils vont avec un réseau de neurones battre tous les autres systèmes
dans un concours de reconnaissance d'image. À ce moment-là, il va y avoir un vrai moment de bascule. Et moi, je le dis d'autant plus que j'ai fait moi donc un parcours dans l'univers de l'ingénierie en data. Et j'avais fait en 2010, 2 ans avant, un mémoire du coup au Conservatoire national des arts et métiers. J'avais été encadré par Gilbert Saporta, qui a été un des pontes du data mining, et lui-même guidé par ses indications. Hein. Donc en 2010, il faut avoir ça en tête, c'est que les réseaux de neurones, d'accord, c'est complètement, ça nous paraissait absurde, d'accord. Et donc moi, je fais avec beaucoup d'humilité. J'écris mon mémoire de master là-dessus, et je démontre dans mon mémoire que les réseaux de neurones n'ont aucun avenir, d'accord. Le résultat, ça va devenir la technologie majeure du 21e siècle. C'est celle dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc c'est pour ça que quand je fais de la prospective, en fait, voilà, prenez toujours un peu de distance par rapport à ce que je dis vis-à-vis d'un peu de la prospective. Mais bon, voilà. Mais en 2010, c'était l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en 2010, tout le monde se disait, ben non, c'est impossible. Moi-même, je fais des premiers tests. Alors je remarque que c'est quand même assez performant, mais ce que j'explique, c'est que les réseaux de neurones, dans mémoire, c'est que on n'arrive pas à en expliquer les résultats, d'accord. Et donc parce que c'est un système où on insère des données, ça donne un résultat en sortie. Bon, c'est assez obscur et dans mon mémoire, moi j'estime que ce côté un peu obscur, un peu boîte noire, va freiner en tout cas le déploiement du coup de ces IA. Bon, je me trompe complètement puisqu'en 2012. Le système va battre tous les autres et de manière très large. Et en 2012, on est plusieurs dans l'univers de la data science où on sait qu'à ce moment-là, il y a eu une bascule. Parce que effectivement, si d'un coup, ce champ qui était occupé par plutôt des huluberlus, des gens qui étaient un peu en marge de l'univers de la data science, de l'informatique, en fait, il s'avère que ce qu'ils explorent, ce dont ils nous parlent depuis longtemps, sont des systèmes qui sont potentiellement efficaces, alors effectivement, il va se passer quelque chose. Parce que si les réseaux de neurones sont efficaces et performants, alors le sujet de l'intelligence artificielle ne devient plus qu'un sujet de machine de calcul et du coup de données. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va basculer à ce moment-là dans une phase d'accélération. Une grande partie de choses qui vont se passer sur les 10 années qui vont suivre, qui vont nous conduire jusqu'au lancement de ChatGPT en novembre 2022, ça va tenir en 10 ans, vont s'accélérer ici. Dès l'année suivante, pour le coup, l'Europe est pas en retard, parce que l'Europe se dit, OK, il se passe quelque chose, et va investir plus d'1 milliard d'euros dans la recherche sur le cerveau, d'accord, de Human Brain Project. L'objectif, c'est de modéliser le fonctionnement du cerveau pour nourrir la recherche en IA. 1 an plus tard, Google rachète DeepMind. DeepMind, c'est cette entreprise qui, en 2016, va provoquer l'un des événements géopolitiques les plus importants de notre époque, qui est que AlphaGo va battre au jeu de Go Lidl. Je vous dis que c'est l'événement géopolitique le plus important du XXIe siècle, en tout cas du début du XXIe siècle. Pourquoi? Parce que le jeu de Go est un jeu qu'on estimait hors de portée de la machine. Alors j'ai jamais trop compris cette phrase-là, mais je l'ai vérifié. Il y a plus de combinaisons au jeu de Go que de particules dans l'univers visible. Voilà, j'ai du mal à me le représenter, ou j'ai pas compris, mais j'ai été voir plusieurs fois la citation, c'est bien la citation. Bon, en tout cas, c'est un environnement qui a priori semblait inaccessible à l'être humain. Et finalement, en 2016, DeepMind va proposer son réseau de neurones AlphaGo, et qui va jouer contre Lidl et va battre Lidl au jeu de Go. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que nous, en Europe, on va en entendre un petit peu parler. Mais il y a 1,5 milliard d'Asiatiques devant leur écran pour assister au match. À ce moment-là, les Chinois vont vivre ce qu'on appelle du coup un moment Spoutnik. Vous savez, Spoutnik, c'est ce moment où les États-Unis ont découvert un matin que l'URSS avait réussi à envoyer du coup un satellite dans l'espace. Ça a mis en stress les États-Unis d'un coup, puisqu'ils se sont dit, si l'URSS est capable de mettre quelque chose dans l'espace, ils vont être capables peut-être du coup de nous atteindre. Ça va créer une vague d'innovation d'ailleurs aux États-Unis majeure, puisqu'en fait ça va conduire à la création de la DARPA, l'agence d'innovation de l'armée américaine, qui va ensuite être chargée d'innover de manière en rupture, et qui va inventer le GPS, Internet, les exosquelettes, les drones, tout ça par ce moment Spoutnik. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que la Chine va vivre ce moment-là. C'est-à-dire que le gouvernement chinois, le premier, va comprendre en 2016 que si effectivement l'IA est maintenant capable de battre l'être humain dans le jeu de Go, c'est qu'il est en train de s'ouvrir un champ incroyable. La Chine va placer comme objectif dans sa feuille de route de devenir la première nation en intelligence artificielle d'ici 2030. Qu'est-ce qui se passe? La même année, Trump va bloquer
les exports de cartes graphiques qui sont pour une grande partie notamment créées à Taïwan, d'accord ? Et tous les embargos et les tensions que vous avez aujourd'hui géopolitiques sont liés du coup à ce moment-là. Parce que l'enjeu est justement le développement de l'intelligence artificielle. Et souvent on pense que l'intelligence artificielle c'est un sujet de software. C'est pas du tout le cas. C'est un vrai sujet de matières premières, accès aux terres rares et de capacité de puissance de calcul. Alors, je vais mettre ici. Je continue alors un peu sur cette histoire, puisqu'ensuite, très rapidement, l'année suivante, DeepMind va faire quelque chose, vous m'entendez, hein, c'est beau. DeepMind va faire un autre choix, donc va développer un nouveau système où cette fois-ci, ils vont créer AlphaGo 0, et AlphaGo 0, ils vont même pas lui donner de données, d'accord ? Ils vont juste lui donner du coup des règles de base de fonctionnement du jeu de Go. Et en fait, AlphaGo 0 va jouer contre lui-même pour découvrir tout seul les règles, le fonctionnement du jeu de Go. Et AlphaGo 0 va jouer ensuite contre AlphaGo et va battre AlphaGo. Donc on est capable d'avoir maintenant une machine où je n'ai même plus besoin de lui donner de la donnée, elle est capable même de générer ses propres données pour venir développer ensuite son apprentissage. 2017, c'est le vrai moment de bascule. On va avoir ce qu'on appelle les transformers. Alors pourquoi je dis que c'est un vrai moment de bascule ? Parce que les transformers, c'est la technologie qu'il y a derrière. Vous savez, quand je tape, je dis agit ou écrit en tant que. Il y a un mécanisme d'attention qui se crée derrière. C'est la technologie des transformers. C'est une technologie qui a permis de faire en sorte que la machine comprenne qu'il y a dans une phrase le chat est vert, des mots qui sont plus importants que d'autres pour comprendre le sens de la phrase. Et donc, c'est cette mécanique d'attention qui va tout simplement accélérer la capacité finalement de calcul et donc la capacité à ingurgiter des grandes bases de connaissances. C'est Google qui va inventer les transformers, mais c'est OpenAI qui va s'en emparer dans GPT, le T de GPT, c'est Transformers, c'est cette technologie-là qui va vraiment du coup se déployer. Donc, d'un point de vue technologique, si je devais résumer un peu l'ère dans laquelle on est, retenez que les modèles de fondation dont je vous parle, je vous ai montré GPT, je vous ai montré Claude, je vous ai montré également Runway, donc Gen 2, c'était la génération d'images, Midjourney, sont au croisement de trois grandes révolutions technologiques, mais qui datent finalement presque pour deux d'entre elles, en tout cas des années 50, les réseaux de neurones d'un côté, l'autosupervision de l'autre, et les transformers. Une fois qu'on a assemblé ces trois briques-là, on est rentré dans cette ère qui est qu'on est capable de déverser un ensemble de données dans ces machines, et elles sont capables de créer du coup de nouvelles connaissances. Avec un élément, je tiens à vous le préciser, c'est qu'on a un vrai sujet aujourd'hui dans l'univers de la recherche en machine learning, c'est que ces machines sont capables de réaliser des performances qu'on n'avait pas anticipées et qu'on n'arrive pas tout à fait encore à comprendre. On a découvert des phénomènes notamment qui est que la machine semble être en capacité à un certain moment, suivant le rythme d'apprentissage qu'on lui donne, à un moment donné de se créer une représentation du monde. Ce qui n'était pas initialement l'idée. Ouais, je vois que des gens qui froncent les sourcils. Yann Lequin, notamment, a souvent pointé du doigt les IA parce que justement, elles manquaient d'une représentation du monde. Et en fait, il s'avère que des phénomènes de représentation du monde sont en train d'émerger dans ces machines-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles comprennent certains concepts. Et alors, c'est intéressant, il y a des cours qui étudient ce sujet. Alors, c'est des sujets experts, mais on pourra en reparler. Bon, une fois que je vous ai partagé ça, je veux vous dire que du coup, 2012, on rentre vraiment dans cette nouvelle ère. Le prix de Turing de 2018 va être remis à 3 personnes, à 3 huluberlus qui justement avaient cru au connexionnisme, dont Yann Lequin, donc patron de la recherche chez Meta, mais aussi Yoshua Bengio, qui notamment a posé des principes éthiques pour construire tout système d'IA, qui a notamment alimenté la réflexion sur l'ONU sur ces sujets. Avant de basculer sur tout ça, j'aimerais juste vous doter ici, chacun, juste des bases de connaissances sur le fonctionnement de ces IA. Juste me dire que là, en 5 minutes, je vous donne l'essentiel. Et une fois que vous avez compris ça, le reste, c'est du raffinement, c'est des choses pour des experts du machine learning. Vous, avec les éléments que je vais vous donner là, vous avez la capacité de comprendre parfaitement comment fonctionnent ces machines. Premier élément, les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, vous voyez, c'est sur ces couches-là, d'accord ? Les ronds rouges, là-bas, c'est ce qu'on appelle la couche d'entrée. C'est une couche dans laquelle j'insère des données. Et ensuite, vous avez, à chaque nœud que vous voyez, il faut que vous imaginiez une fonction mathématique avec des paramètres à l'intérieur.
Ces paramètres-là, vous avez chaque couche est reliée à la couche suivante, d'accord? Donc elle reçoit des données des valeurs de la couche d'avant. Elle fait son calcul de sa fonction et elle renvoie des valeurs en fonction en sortie. Et ça, de couche en couche, j'ai la couche d'entrée et j'ai du coup la couche de sortie du coup de l'autre côté. La mécanique qui consiste à venir par exemple lui donner des images de chats et de chiens en entrée. On imagine que la couche d'entrée, il y a des analyses, par exemple, il y a un neurone pour chaque pixel d'une image, par exemple. Donc chaque pixel rentre, il y a un calcul qui est fait. Ensuite, on rentre, donc il n'y a plus vraiment de notion d'image, c'est vraiment du calcul. Et donc en sortie, la machine cherche à essayer de distinguer d'un côté le corpus de chats avec des données qu'on a étiquetées comme des chats, et de l'autre côté, des images de chiens. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait juste des calculs de coefficients pour faire en sorte de bien distinguer les deux ensembles. Faire en sorte qu'ensuite, si je viens lui représenter une image de chat, elle dit, ça c'est un chat. Et si jamais elle s'est trompée, que je lui dis non, alors on va rentrer dans ce qu'on appelle du reinforcement learning, où elle va venir recalculer ses paramètres. Mais vous voyez, la machine ne marche, il n'y a pas de règle logique, j'ai pas mis de règle logique, je n'ai pas mis de données de fonctionnement, elle fait juste des calculs de paramètres. Okay? Quand on vous dit que GPT, par exemple, 3.5 a 175 milliards de paramètres, ce sont les paramètres que vous avez ici. Une fois que vous avez compris ça, quand on vous dit machine learning, du machine learning, c'est juste ça. D'accord? Le machine learning, d'accord? C'est juste du réseau de neurones à qui on donne de la donnée pour qu'il calcule ses paramètres. Si je mets plusieurs couches ici, c'est ce qu'on appelle les couches cachées. Si j'augmente, ici que je crée de la profondeur, en anglais je crée du deep, je crée du deep learning. D'accord? Il n'y a pas plus que ça. D'accord? Donc vous avez le machine learning, le deep learning. Si je donne des données étiquetées là, que je lui dis, tiens, c'est un chien, ça c'est un chat, et ça, ce sont c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Si je lui donne des données sans lui dire ce qu'il y a à l'intérieur, et qu'ensuite il cherche à identifier des ensembles à l'intérieur, on va être ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé. Et si maintenant je lui donne la machine et qu'on modifie un peu l'algorithme et que la machine cette fois-ci va faire le jeu que je vous ai dit, vous savez, elle se cache une partie de la donnée qu'elle a, puis ensuite elle imagine d'un point de vue probabiliste ce qu'il y a à la place et ensuite elle regarde, et on va rentrer là dans ce qu'on appelle donc l'apprentissage auto-supervisé. C'est ce qui fait que GPT, on lui déverse de la donnée. Il est équipé de son réseau neurone et il vient alimenter ses paramètres pour justement être capable de venir distinguer ou développer ses capacités qu'il a ensuite à créer. Bien entendu, je vous le fais en mode simplifié, mais pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous avez l'ensemble des éléments. Je pourrais vous parler de tous les types de réseaux de neurones qu'il y a, et les raffinements mathématiques qu'il y a derrière et la complexité qu'il y a. Très honnêtement, j'ai commencé dans cet environnement-là. Les nouveaux papiers qui sortent sur les réseaux de neurones, je suis en incapacité de les comprendre. On arrive sur des raffinements mathématiques qui sont très poussés avec des modélisations très fortes. Mais en tout cas, l'essentiel, vous l'avez. Donc, sur maintenant le langage, d'accord, que vous utilisez du coup entre vous maintenant pour parser les choses. Apprentissage machine ou machine learning, maintenant on est au clair. Tout ce qui est donc reinforcement learning ou apprentissage par renforcement, c'est ce moment où quand je fais un feedback à la machine, elle vient du coup corriger. J'insiste sur un élément. Bien entendu, GPT 4. Vous imaginez, il a fallu à peu près l'équivalent d'une centrale nucléaire pour alimenter l'apprentissage de la machine, d'accord? On ne s'amuse pas à réapprendre à la machine ou à la réentraîner tous les jours. Donc la machine, GPT-4 n'a pas changé, d'accord, depuis, elle a été lancée début 2023. Donc elle est avec des données de 2021. Et donc j'entends souvent des gens qui d'un coup utilisent GPT, vous savez, ils posent la question à GPT, ils disent est-ce que c'est toi qui as écrit ce texte? Parce que je comprends. Les gens se disent, c'est normal. La machine, elle doit savoir ce qu'elle a écrit. Non, elle sait pas du tout. Alors par contre, en plus, GPT, il est très fort pour, vous savez, vous affirmer des choses de manière très sûre. Parce que son rôle, il est là pour ça. Donc si vous le dites, donc il est capable de vous répondre, oui, ça c'est moi qui l'ai écrit. Mais en fait, il en sait rien du tout. D'accord? Donc j'ai vu plein de profs me dire, j'ai puni une classe entière parce que j'avais vérifié avec GPT et effectivement les copies avaient été. GPT lui avait dit que les copies avaient été rédigées par lui. Et je lui dis, non, ça fonctionne pas comme ça. Il est incapable de répondre, d'accord? Donc, juste parce que vous voyez que c'est des choses assez basiques, ça peut avoir des vraies conséquences. Bon. Il s'est senti mal, je sais pas comment il va gérer ça avec sa classe. Derrière, donc, les différents types d'apprentissage. Et donc, j'insiste sur les modèles de fondation, d'accord? Ces modèles de fondation, c'est toujours vous poser cette question de vous dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle de fondation? Tout à l'heure, j'ai utilisé Midjourney. Si jamais je lui pose à Midjourney la question de savoir, représente-moi un chef d'entreprise, idéal. Il est fort probable qu'il va me représenter un homme blanc, okay? Parce que dans sa base de connaissances, il y a des biais. Donc, j'oublie jamais que les modèles de fondation, de manière générale, c'est jamais que des biais, d'accord,
inscrit dans le code. Ok, donc il faut toujours avoir cet élément-là en tête et toujours se poser la question, quand j'utilise un modèle de fondation, quelles sont les données qu'il y a derrière? Bah oui, quand j'utilise GPT-4, j'utilise plutôt un modèle anglo-saxon. Midjourney également. Il est très bon pour faire Albert Einstein. Il a beaucoup plus de mal à faire une représentation, par exemple, de Mitterrand. Okay, parce qu'il a beaucoup moins de données sur. D'ailleurs, c'est un enjeu pour le langage. C'est quels sont les modèles qu'on va vouloir utiliser. Est-ce qu'on veut que que par exemple la France ou le français ou la littérature française soit uniquement observée par l'intermédiaire de l'anglais ou par exemple de l'autre côté du chinois? Il va probablement falloir nos propres modèles si on veut que notre culture également vive à l'intérieur de ces données. En sachant que le mythe de l'IA sans biais, moi j'y crois pas. Je crois qu'il faut beaucoup plus une approche consciente des choses. C'est comme celle de la pollution. À un moment donné, oui, ces IA, à un moment donné, on va pas faire ce qui serait insupportable, c'est qu'on va vouloir faire du greenwashing ici. Non, ces IA-là, elles ont un impact. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le débat qui naît sur l'impact du numérique, l'impact de l'IA d'un point de vue écologique, il faut l'élargir à l'ensemble d'ailleurs du spectre numérique. D'accord, c'est l'ensemble du spectre numérique qu'il faut interroger. Et notre question, c'est de venir en faire un usage qui potentiellement est utile. Et donc, d'abord, commencer à réfléchir, à se dire, tiens, ok, si j'ai envie d'utiliser les IA génératives, avant de commencer à lancer sur Claude là des choses, alors bien sûr, moi je le fais en démo, mais si jamais moi je recherche des choses, je vais plutôt utiliser un moteur de recherche. Puis ensuite, si jamais j'ai envie d'écrire, je vais d'abord essayer de réfléchir quel prompt j'ai envie de soumettre. Et ensuite, une fois que j'ai réfléchi les choses, alors je vais utiliser du coup l'IA générative. Donc ces modes-là, ces modes de réflexion pour venir optimiser également notre utilisation. Derrière, sur les autres paramètres, à l'intérieur de ça, quelques éléments. Donc on parle d'intelligence artificielle pour ce grand scope qui cherche à faire en sorte que la machine reproduise la cognition humaine. À l'intérieur de ça, vous avez le machine learning qui est cet univers qui utilise les réseaux neuronaux. Quand j'utilise des réseaux neuronaux profonds, je fais du deep learning, le DL, qui est à l'intérieur donc du machine learning. Et en parallèle, il y avait cet univers du langage qui était de comprendre le langage humain. Donc les NLP, les processeurs de compréhension du langage naturel. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que la révolution qu'on vit aujourd'hui, c'est le croisement de tout ça. Les LLM, qui sont des modèles de fondation parmi d'autres, donc les large language models, les LLM, par exemple ChatGPT est un LLM, d'accord, et derrière Midjourney, par exemple, vous avez un LLM qui comprend le langage, qui le traduit, mais ensuite vous avez un générateur d'images également, d'accord. Pareil sur Gen 2 ou autre. Donc il y a plusieurs couches, mais c'est au croisement de tout ça qu'est née la révolution en cours. Pourquoi ? Parce que si j'ai plus besoin d'experts pour accéder à la puissance de calcul et de connaissances humaines, j'ai juste à utiliser le langage humain pour accéder à ça. Donc inévitablement, bien entendu, moi je vois, j'ai des petits neveux à qui j'ai parlé de ChatGPT et ils adorent venir me voir et me dire tiens, est-ce qu'on peut écrire un nouveau conte pour enfants où c'est nous les héros et maman elle se fait enlever par une sorcière. Et je trouve ça génial qu'ils me demandent d'écrire le récit, qu'ensuite ils le lisent, et c'est eux qui sont dans l'histoire, ça stimule et ça, ils ont plus besoin ni de passer par des gens qui écrivent des romans, des choses pour eux, ou par leurs parents. Non, ils veulent eux-mêmes imaginer des choses, donc ça leur donne accès à ça. C'est anodin comme exemple, mais en fait c'est large. Ma mère, elle a eu du mal à utiliser déjà sa tablette pour accéder à ses mails. J'ai mis du temps à lui expliquer qu'il fallait pas écrire son mail dans la barre de recherche pour accéder à la boîte mail. Par contre, quand je lui ai présenté ChatGPT, elle sait très bien utiliser ChatGPT maintenant. Et quand elle a besoin de rédiger un courrier ou des choses, elle sait très bien le faire. Parce qu'en fait, il suffit juste de lui parler naturellement. Donc, c'est tout l'enjeu du langage dans cette révolution-là, qui va nous permettre d'accéder à du texte-to-texte, du texte-to-image, du texte-to-vidéo. Sachez que, par exemple, les experts estiment qu'on aura, d'ici 5 ans, le premier film au cinéma entièrement généré par IA. C'est-à-dire que vous irez voir des acteurs qui auront des conversations entre eux, des scènes complètes, et il n'y aura jamais eu de tournage, il n'y aura jamais eu d'acteurs, il n'y aura jamais eu d'écriture de script. Ça donne d'ailleurs des débats en ce moment aux États-Unis sur ces sujets-là. Voilà, parce que Disney a répondu ça aux acteurs, ils ont dit mais à quoi ça me sert de recruter un nouvel acteur alors que je peux avoir James Dean dans le prochain Star Wars. Bon, c'est une vision des choses, mais c'est ce à quoi ça va nous confronter, en tout cas toute cette ère-là. Derrière, vous dire donc plusieurs choses, donc un peu l'état large, je vous ai présenté un certain nombre d'outils, j'aurais pu vous parler aussi de la génération de musique, de voix, tout ça. Je vous ai parlé un peu de l'affrontement qu'on a au cœur de tout ça. Vous dire cependant qu'il y a un aspect très positif dans cette révolution, c'est que inévitablement, ressentant que cette révolution technologique est majeure globalement, il va falloir rentrer dans une ère où on ne peut pas laisser ces technologies-là se concentrer entre les mains de certains. Et donc émerge de manière majeure tout un pan de l'open source. Et il y a d'ailleurs une note interne de chez Google qui a fuité, où la note interne expliquait que
stratégiquement, les modèles propriétaires que Google développait comme OpenAI étaient probablement perdus face aux modèles open source qui sont en train d'émerger. Facebook s'est du coup investi énormément là-dessus. Et nous, en France, on a l'avantage d'avoir des structures, donc des entreprises de GainFace qui a été fondée par des Français, qui est la plateforme, c'est un peu le GitHub du coup du machine learning, et qui développe donc et déploie des modèles open source. Et nous, on a travaillé sur Bloom. Mon laboratoire de recherche a d'ailleurs travaillé sur les dimensions éthiques de ce LLM-là. Et Bloom, c'est un modèle équivalent à GPT 3.5 qui a été entraîné sur des serveurs donc à Janzé, à Paris-Saclay, d'accord. Donc c'est un moteur européen qui a été développé dans le cadre de la recherche européenne. Et en ce moment, par exemple, le Crédit Mutuel Arkea, avec qui on échange, déploie ce modèle-là pour déployer en interne sur des serveurs sécurisés leur propre assistant. Donc en réalité, on n'a plus forcément à être à la botte des technologies américaines ou chinoises. La technologie open source va permettre justement la diffusion de ces IA-là partout et de manière du coup sécurisée et avec toutes les problématiques bien sûr de biais et autres. Bon, j'aurais pu vous parler de plein de choses. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été invité à Sciences Po Paris qui avait interdit l'utilisation de ChatGPT. Alors ils sont revenus du coup en arrière. Maintenant, ils ont dit, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais vous nous expliquez comment vous l'avez utilisé, parce que quand je suis venu, j'aurais dit, en gros, le comité de direction m'avait demandé de venir leur faire une présentation après l'interdiction. Et je leur avais dit, j'avais commencé comme ça, je leur avais dit, c'est bien, vous pouvez interdire. Moi, j'ai pas de regard là-dessus. D'ailleurs, j'aurais pas la prétention de dire ce qu'il faut interdire ou pas. Mais si vous interdisez ChatGPT, il faut être cohérent. Il faut du coup interdire également les moteurs de recherche, puisque Bard et Microsoft. Il va falloir interdire également toute la suite Office, mais aussi Google, parce que les choses arrivent dans Excel, dans PowerPoint, dans Word, donc les IA génératives sont en train de se déployer là. Il faut interdire à vos étudiants d'utiliser Snapchat, puisque l'un des plus grands chatbots utilisés par la nouvelle génération est sur Snapchat. Et je passe tous les outils qu'il faudrait du coup interdire. Qu'on soit clair, les IA génératives, c'est pas des outils qu'il faut aller chercher. En réalité, elles sont en train de se diffuser partout où on est. Ça pose plein de problématiques et de sujets, mais il faut l'avoir du coup en tête. Derrière, j'aurais voulu vous parler également des impacts de ces IA-là. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde du travail? Il y a plein d'études contradictoires qui sont en train d'émerger. J'ai publié sur LinkedIn récemment un post sur le sujet, expliquant que dans toute révolution technologique, alors je suis retourné un peu dans l'historique des révolutions industrielles, d'Internet, etc. Dans toute révolution, inévitablement, il est plus facile toujours de voir ce qui va disparaître, plus difficile de voir ce qui va apparaître. Quand émerge la machine à vapeur, il était difficile peut-être à l'époque d'imaginer qu'il allait émerger le métier d'ingénieur des chemins de fer. D'accord? Ça paraissait peut-être absurde à l'époque. Et je pense que dans les années 50, si on était allé voir des gens, leur dire il va émerger des UX, UI designers, des développeurs web et des experts des applications mobiles, on aurait du mal à imaginer les métiers, finalement ces métiers-là. Je pense qu'on est confronté à ça. Cependant, il y a une réalité, c'est qu'il y a des niveaux en tout cas d'automatisation qui vont évoluer selon la nature des emplois, avec un élément central, et je vais finir cette matinée là-dessus pour respecter notre timing, ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Le paradoxe de Moravec, dans l'univers des nouvelles technologies, dit la chose suivante. Il est plus facile d'automatiser le fonctionnement cognitif d'un adulte que le mouvement simple d'un enfant. On le sent très bien aujourd'hui, vous savez, quand on compare par exemple ChatGPT à son équivalent robotique, la robotique elle est très en retard par rapport à l'intelligence artificielle. Pour une simple raison assez biologique, qui est que nous, en tant qu'espèce créatrice, innovante, on copie la nature, et donc on copie notamment parce qu'on est nous. Et la première chose qu'on a copiée chez nous, c'est finalement cet outil qui est assez finalement rudimentaire. Alors je sais, moi-même le premier, pendant longtemps cru que l'intelligence humaine était un outil qui était le summum de la nature. En réalité, la cognition telle qu'on la connaît chez l'Homo sapiens est assez récente et c'est en réalité un outil qui est assez rudimentaire. Donc c'est normal que nous, en tant qu'espèce innovatrice, on a cette capacité à venir copier, en tout cas la réflexion humaine. Par contre, il y a des aspects humains qui sont beaucoup plus durs à copier parce que ils sont le fruit de centaines de milliers, voire de millions d'années d'évolution. Il y en a deux. Le premier, qui est le plus ancien, c'est notre corps. L'intelligence de notre corps, notre capacité au mouvement fin. Et le deuxième, c'est notre capacité à l'intelligence collective et à l'interaction humaine.
parce que, pareil, elle a plusieurs, en tout cas, centaines de milliers d'années. Et donc, le paradoxe de Moravec dit cette chose, c'est que dans les 20 prochaines années, les métiers qui vont être plutôt automatisés, ce sont les métiers intellectuels, et que les métiers plutôt d'avenir sont les métiers d'interaction humaine et les métiers, en tout cas, manuels. Il pourrait y avoir encore beaucoup de débats et de réflexions là-dessus. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter tous ces éléments-là ce matin. On va passer peut-être à une phase de questions-réponses rapidement avant la pause café, et après on reprendra, parce qu'après on va essayer de faire un peu du prompt engineering avec ceux qui resteront là. On va essayer un peu d'expérimenter les outils, de venir un peu tester. Merci beaucoup pour cette présentation qui est toujours aussi bouleversante. Pour l'avoir entendue une première fois auparavant, c'est toujours aussi submergent. J'avais une question sur ce que tu disais en dernier, notamment sur l'intelligence collective, qui est la spécificité des Homo sapiens. Pas que des Homo sapiens, de l'espèce humaine, mais c'est quelque chose qui a été particulièrement poussé chez l'Homo sapiens. D'accord. Et est-ce qu'on peut imaginer que du coup les IA développent cette forme d'intelligence collective et puissent travailler entre elles? Parce que tu faisais la démonstration qu'on pouvait utiliser du texte, plus de l'image, etc. Et en quoi est-ce qu'on peut être sûr que justement il n'y ait pas de possibilité, c'est une crainte, mais peut-être ce serait super aussi, j'en sais rien, que les IA du coup développent cette forme d'intelligence? Ouais, alors il y a des systèmes d'interconnexion. D'ailleurs, on va rentrer de plus en plus là-dedans. Tout à l'heure, j'aurais voulu vous parler de certaines choses, mais on a notamment en ce moment quelque chose qui s'appelle AutoGPT. Donc c'est des phases d'exploration en ce moment où en gros, vous savez, là tout à l'heure j'ai généré, je lui ai dit par exemple, j'ai envie de générer un cours sur la théorie de la relativité. Et ensuite, il a généré le plan, il s'est arrêté. Et en fait, AutoGPT, lui, tourne en boucle sur lui-même, et il peut se connecter à d'autres, d'ailleurs, IA. En gros, il dit, ok, non, il faut générer un cours, ok, maintenant j'ai besoin pour donner ce cours, de réserver une salle. Donc, pour réserver une salle, je vais me connecter à un système qui permet de réserver une salle. Il faut que j'ai un prof aussi. Il faut que j'envoie, donc je repère un prof qui peut donner ce cours. Je vais lui envoyer un mail, je dois rédiger le mail. Il faut que je prévienne des élèves, donc je vais envoyer un mail. Et donc, il commence à boucler sur lui-même et il commence effectivement à générer. Donc, il y a ces systèmes d'interconnexion vont derrière, en tout cas, exister. Par contre, je reviens sur un élément fondamental. J'ai pas eu le temps de le préciser, mais je crois qu'en fait, il y a un vrai problème épistémologique quand j'utilise le terme intelligence dans ces systèmes-là. Ce qui est hyper important, c'est vraiment de comprendre que on a notre intelligence, d'accord. Nous, on sait ce que c'est, d'accord. Il y a l'intelligence humaine et ces intelligences. Enfin, il y a rien à la fois. Il y a rien d'intelligent dans ces systèmes. En tout cas, rien au sens humain du terme. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Ce sont des systèmes incroyables et d'ailleurs différents de nous en réalité. Mais il n'y a rien de commun. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes sur, ça y est, ces machines vont, capables de nous submerger, prendre le pouvoir, etc. Concrètement, on n'y est pas du tout, et très loin. Pour une simple raison déjà, c'est qu'il n'y a aucun scientifique à travers le monde qui est capable de définir ce qu'est la conscience. On a du mal à définir ce qu'est l'intelligence humaine. On est en train de s'apercevoir que probablement une partie de nos structures neuronales se joue à un niveau qui est subatomique. Enfin, on a beaucoup de mal à se comprendre et il y a cette sorte de présomption humaine qui est très Silicon Valley de dire on a créé quelque chose qui a dépassé l'être humain. Non, on n'est pas capable de se comprendre. Par contre, ces machines-là, on sait très bien comment elles fonctionnent. Elles sont obscures dans leurs résultats, ce sont des boîtes noires dans leurs résultats. Parce qu'ensuite, les calculs de paramètres, c'est très dur de faire de la rétro-ingénierie à l'intérieur. Par contre, la manière dont se construit un réseau de neurones, je le sais parfaitement. La manière dont le mécanisme d'apprentissage se procède dans le cerveau de ma fille, en ce moment, personne n'est capable de vraiment m'expliquer encore ce qui se passe. Donc, je pense qu'il faut vraiment distinguer les choses, ne pas avoir peur de ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment replacer les choses au bon endroit. D'autant plus que je crois qu'il y a eu vraiment et d'ailleurs ça a été porté beaucoup par Sam Altman, le patron d'OpenAI. Ils ont été plusieurs, Sam Altman le premier, à dire qu'il y avait un risque sur l'IA. Alors d'un coup, tout le monde s'est dit, voilà un patron sérieux qui vient et qui a développé ChatGPT, qui est capable de regarder les problématiques en face. En réalité, quand on analyse bien les choses, c'est que dire qu'il y avait un risque derrière l'IA, parce qu'en gros, ils ont dit que c'était donc la note qu'ils ont écrite, vous pouvez aller la retrouver, ils ont dit qu'il y avait 3 risques existentiels pour l'être humain. C'était le risque nucléaire, d'épidémie et le risque d'intelligence artificielle. Premier élément, ce qui est intéressant, c'est elle est où l'écologie du coup dans ces risques-là. Apparemment, en tout cas, ça n'a pas atteint la Silicon Valley. Et dans cet élément-là, en réalité, quand il dit ça, c'est qu'il avait un discours pour se battre contre l'open source. En fait, lui dit que comme il y a des grands dangers derrière l'IA, il faudrait pas qu'on développe des systèmes d'open source. Moi, je fais partie de ceux qui pensent l'inverse, qu'en fait, ça, c'est la nouvelle électricité, qu'il faut le mettre entre les mains du plus grand nombre, que justement, le pouvoir ne doit pas se concentrer. Et donc,
Regarder l'IA en face, c'est du coup à la fois cette capacité de se dire que c'est avant tout un assistant pour l'être humain. Et en même temps, ça nous permet, au lieu de regarder des enjeux existentiels lointains, de regarder les problématiques maintenant, par contre. Parce que il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux de biais, il y a des enjeux à l'intérieur de, pour notre structure sociale, donc il y a des enjeux qui sont maintenant. Et j'ai pas besoin d'aller regarder des risques existentiels à venir pour déjà faire de l'IA un sujet sérieux sur lequel on doit réfléchir et au cœur duquel on doit placer, du coup, la réflexion éthique. Mais voilà, s'éloigner un peu de ces réflexions-là ou de craintes vis-à-vis de nous. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Du coup, je vais juste rebondir sur le dernier point. J'ai une connaissance relativement modeste des intelligences artificielles. Et en fait, le champ des possibles est ultra impressionnant, mais c'est aussi un peu terrifiant, je pense, du point de vue des gens qui découvrent. Et ma question, c'est comment est-ce que c'est encadré? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est laissé, enfin, le développement est super ultra fast. Du coup, comment on encadre ça? Parce que il y a, je pense, beaucoup la peur des dérives et l'incapacité de discerner en fait le vrai du faux. Et ça, en tout cas pour ma partie, mon domaine en sciences, vous me présentez là des images, incapable de dire ce qui est vrai ou pas. Donc, comment avance en fait l'éthique à côté? Et on a l'impression qu'elle avance beaucoup trop lentement. Alors, je parle peut-être par méconnaissance, mais du coup, est-ce qu'il y a, enfin, comment est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a des outils de réflexion et pour repérer en fait ce qui est généré par les intelligences artificielles et encadrer en fait ça avant qu'il y ait des dérives et des conséquences graves en fait. Alors il y a beaucoup de réflexions sur le sujet. Alors merci pour la question en tout cas. Alors premier élément déjà, la détection par exemple des textes générés par IA. On sait déjà que maintenant c'est plus possible. Qu'on ne pourra pas détecter des textes générés par IA. Parce qu'en réalité il n'y a pas de distinction. J'ai des enseignants qui m'ont dit ça pour leurs étudiants. Et sauf que leurs étudiants, il suffit qu'ils arrivent avec leurs 3 dernières dissertes et ils les insèrent à l'intérieur de la machine. Ils disent maintenant t'écris dans mon style une disserte. Alors, on reprend même mes fautes et la machine va générer une disserte tout à fait plausible dans le style de l'étudiant. Et ça c'est valable pour tout en fait de manière large. Et jusqu'à présent dans l'image on arrive aussi à détecter, mais on va avoir un vrai sujet là-dessus. Bon, sur le sujet de l'éthique cependant, il y a quand même des réflexions. Et si oui, comme souvent dans les révolutions technologiques, on est souvent en retard. En termes de réflexion éthique, d'encadrement par rapport. C'est la première révolution que je vois, moi, en tout cas de mon vivant, où il y a autant de proximité entre l'émergence de la révolution et déjà derrière la réflexion éthique. Probablement parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient anticipées. Nous-mêmes, on avait déjà placé au cœur de nos développements, par exemple, on a été, certains parmi d'autres, à développer, un laboratoire de recherche en éthique appliquée aux nouvelles technologies depuis 2016. Ce qui fait qu'il y avait déjà des choses là-dessus. Et on a participé notamment à la construction de l'IA Act, qui est l'équivalent RGPD européen, qui va être en tout cas publié avant la fin de l'année. C'est-à-dire que l'Europe va poser le cadre réglementaire pour l'Europe et qui va finalement s'imposer comme c'est fait finalement la RGPD au reste du monde, du coup très en amont. Donc il y a pas mal de débats encore, mais d'ici la fin de l'année, on aura l'IA Act. Donc l'équivalent de la RGPD pour du coup l'intelligence artificielle. Donc on voit bien que on est quand même dans la course. Ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps les Américains avaient toujours ce côté très laissez-faire. Biden s'est quand même emparé du sujet et a rassemblé les 7 plus grandes compagnies d'IA pour leur disant un message très clair. Il y a le discours d'ailleurs qui est disponible. Il leur dit je vous invite à vous réguler, à mettre en place des choses, parce que si vous le faites pas, c'est nous qui allons nous en occuper. Et donc ils ont créé une organisation qui s'appelle le Human Frontier. J'ai plus le nom exactement. Ils ont créé une organisation du coup de réflexion. Et tout le camp, notamment démocrate, est très attentif à ça, parce que la prochaine campagne va se dérouler à ce moment-là. Le fait ensuite derrière, c'est toujours ensuite le niveau d'acculturation un peu à ça. C'est toute la problématique des fake news. On s'aperçoit que en même temps que les fake news se sont beaucoup déployés, le niveau de recul des individus, notamment la jeune génération, vis-à-vis des contenus qu'ils consultent sur le web, s'est développé en même temps. C'est comme, je me souviens d'une enseignante que j'avais en primaire, qui me racontait que sa grand-mère
quand elle allumait la télévision pour le 20h, elle s'habillait bien avec une belle robe pour être devant la télévision, parce qu'elle avait toujours l'impression que le présentateur la voyait. Et ça nous paraît marrant maintenant, mais parce qu'à un moment donné, il y a aussi une phase aussi d'acculturation, de compréhension de cette technologie-là. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là, d'où l'importance, je crois, de venir diffuser, c'est-à-dire de venir partager. Moi, j'ai l'humilité de vous dire, moi, je sais pas quelle place doit occuper ces outils-là dans vos domaines, et j'aurais pas la prétention de vous dire ce qui. Par contre, je pense qu'on doit en parler, qu'on doit en discuter, qu'on doit le diffuser. Et le dernier élément, je vous le mentionne, même si ça crée beaucoup de polémiques en ce moment. Il y a Sam Altman qui a créé ce qu'on appelle le WorldCoin, donc une nouvelle crypto-monnaie qui pose beaucoup de questions parce qu'en gros il a fait une sorte de tournée diplomatique au printemps 2023 et en se déplaçant dans des capitales, il a déposé ce qu'il appelle des orbites qui permettent aux gens de venir se scanner l'iris pour ensuite avoir un compte en ligne et obtenir un jeton qu'il aurait du coup adressé. Considérant que l'iris était un moyen d'identification infalsifiable pour les individus. Alors ça pose plein de problèmes parce que du coup, l'Europe, quand les Européens, mais pas que, à travers le monde, certains pays se sont aperçus que donc la boîte OpenAI s'amusait à scanner les iris de citoyens de leur territoire. Ils se sont posé la question de savoir pourquoi faire. Donc ça pose plein de questions. Il y a plein de choses derrière. Mais l'idée derrière ça, c'était de se dire est-ce qu'on va pas créer un Internet sans IA? Qui ferait qu'avant même que je puisse me rendre sur Internet, je dois identifier qui je suis pour empêcher des robots ou des IA, d'ailleurs, de s'y rendre, partager du contenu. Et d'autres, c'était un système aussi potentiellement d'analyse des fake news, puisque ensuite, au moment où quand une fake news ou si jamais il y a une vidéo qui sort sur vous, une photo qui sort sur vous, le scan direct de l'iris du personnage permettra de dire si cette photo ou vidéo est réelle ou pas. Donc, vous voyez, il y a des réflexions là-dessus. Ce sont que des éléments, mais il y a des éléments là-dessus. Mais clairement, on est au tout début des réflexions éthiques sur le sujet. Il y a beaucoup de choses encore à penser, à travailler. J'ai plus de questions de toute façon aujourd'hui avec vous que de réponses. Et d'ailleurs, j'ai pas la prétention, étant donné d'avoir cette vague, que je sois moi ou même les gens qui m'entourent ceux qui doivent apporter des réponses. Je crois au contraire, par contre, que c'est dans l'interaction, l'intelligence collective qu'on va être capable de venir répondre à ça. Ok. Bon, et comme nous, on n'est pas des robots, il est temps de faire la pause café. Et on se rejoint juste après.